Ah. Bon, c'est mieux ou pas? Celui-là, je ne le fais pas. C'est à toi, Sylvestre, quand tu veux. Ok, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Je suis en plein écran, j'espère que tout le monde m'entend très bien. Très bien. C'est le cas. Ok. Alors moi, c'est Sylvestre Badou, je suis post-doctorant au niveau de la plateforme portuaire de surveillance environnementale au port de Cotonou. Je suis en charge de la surveillance et de la gestion de rongeurs exotiques envahissants. Et je m'intéresse principalement à la mise en place des protocoles de gestion et puis de la PCRFLP pour la détection de Rattus carnesii et puis également aujourd'hui la mise en place d'un protocole pour la surveillance de la résistance aux anticoagulants. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter en fait une étude qui est en cours à la phase de finalisation qui permet de montrer aujourd'hui la probable implication du transport maritime donc dans la dissémination de l'Leptospira pathogène au niveau du port de Cotonou. Alors, comme contexte, on pourrait dire quand même que depuis des siècles, les déplacements et les transports humains, aussi bien par voie aérienne, fluviale, ferroviaire ou routière, ainsi que la mondialisation des échanges, ce sont des mécanismes qui sont à l'origine de l'augmentation considérable du nombre et de la fréquence des introductions de nouvelles espèces, aussi bien des espèces animales telles que les rongeurs, les moustiques, les insectes et tout, mais aussi des espèces végétales qui sont disséminées. L'homme, donc, a forcément favorisé par l'intermédiaire de ces échanges commerciaux la dissémination de bon nombre d'espèces, bien au-delà de leur capacité de dispersion naturelle. On pourrait par conséquent dire que les échanges commerciaux s'appuient sur des transports qui sont susceptibles de favoriser la dissémination à longue distance d'espèces exotiques envahissantes. Ainsi, l'intensification des importations et des exportations par voie maritime vont probablement s'accompagner d'une augmentation du transport et de l'introduction de ces nouvelles espèces. On veut, par exemple, que plus de 80% du volume total des marchandises transportées à l'échelle mondiale s'effectue par voie maritime, ce qui représente autour de 70% de la valeur marchande des biens transportés. Alors, il a été démontré que les invasions biologiques, dont l'introduction de ces nouvelles espèces-là, dans les nouveaux milieux, ont des impacts considérables sur la biodiversité locale, par exemple l'extinction, la disparition de bon nombre d'espèces, mais également sur les sociétés humaines. Par exemple, elles peuvent induire un profond réaménagement des assemblages de réservoirs, de vecteurs et de microbes, ce qui peut entraîner des changements majeurs dans la distribution et l'écologie des maladies, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux risques pour la santé des plantes, des animaux et des humains. Lorsque nous prenons le cas du transport maritime, ce transport peut provoquer une dissémination étendue à longue distance d'agents pathogènes zoonotiques par le transport involontaire des réservoirs tels que le rongeur, comme nous le savons, Rattus novigitus et Mus musculus, qui font partie des espèces invasives les plus ayant des impacts aussi bien sanitaires et sur la biodiversité, sur l'écologie, sur tous les systèmes, bien les services écosystémiques. Ils sont également porteurs de beaucoup de virus tels que l'hantavirus de Séoul, pas mal de pathogènes tels que Yersinia pestis. Parmi les maladies infectieuses, nous avons la leptospirose, qui devrait être normalement une maladie majeure, bien que largement sous-estimée. Cette infection affecte près d'1 million de personnes et tue au moins 60 000 d'entre ces personnes infectées chaque année dans le monde. Alors, la leptospirose est due à des espèces de bactéries spirochètes qui appartiennent toutes à la même lignée phylogénétique au sein du genre Leptospira. De nombreuses espèces de vertébrés, normalement en particulier on peut voir les mammifères, ont été trouvées porteuses de leptospira.
Mais les animaux domestiques, par exemple, les bétails, les chiens, les porcs et tout ça, et les rongeurs sont généralement considérés comme les principaux réservoirs de ces pathogènes pour les humains, qui vont s'affecter, qui vont être infectés, excusez-moi, après le contact avec le sang ou l'urine de ces animaux, ou au contact avec le sol ou les eaux contaminées par les urines. Il est important de signaler que les formes cliniques de la leptospirose vont des cas asymptomatiques à l'insuffisance rénale, parfois hépatique ou pulmonaire, qui peut entraîner des symptômes graves, jusqu'à parfois entraîner la mort de l'individu. Alors, le manque de symptômes spécifiques rend le diagnostic parfois difficile, hein, laissant ainsi la leptospirose non reconnue, en particulier dans les pays du Sud comme le Bénin, où elle peut être confondue avec d'autres maladies tropicales qui circulent en grande masse, telles que la dengue, la fièvre jaune et le syndrome pulmonaire hantavirus. Alors, dans notre étude, nous nous sommes consacrés à plusieurs centaines de petits mammifères du port de Cotonou, ainsi que dans d'autres villes et villages environnants du Sud, pour détecter la présence donc de leptospira pathogène. Pour ce qui concerne donc l'échantillonnage de ces petits mammifères, il est important de signaler que nous nous sommes basés sur des échantillonnages qui datent de 2014 à 2015, mais des petits mammifères qui ont été capturés dans plusieurs localités urbaines et périurbaines du Sud, au cours des diverses campagnes de recherche sur les rongeurs domestiques et péridomestiques et les agents zoonotiques associés. Alors, nous avons pris pour cette étude des échantillonnages qui ont été effectués en 2017 dans le village lacustre de Gambier, en 2016-2018, excusez-moi, en 2015 dans les villes de Ouida et Porto-Novo, et 2016-2018 dans deux quartiers situés dans la ville de Cotonou, donc en l'occurrence Agla et Ladji. Et nous sommes focalisés également sur les échantillonnages du port de Cotonou de 2014 à 2015 qui ont été faits pendant le master de Sous-Joël, et de 2017 à 2020, les échantillonnages qui ont été faits au cours de ma thèse. Alors, pour ce qui concerne l'identification des espèces pour le génotypage de leptospire, il est important de dire que cette partie du travail a été faite en étroite collaboration avec nos collègues et nos partenaires lyonnais, qui ici nous allons franchement remercier parce que tout le travail de la biologie moléculaire a été mené par nos collègues. Mais en bref, on peut dire que pour ce qui concerne la détection de l'ADN de leptospira pathogène, l'ADN est extrait donc des échantillons de rats que nous avons prélevés au cours de nos échantillons et conservé dans l'éthanol. Alors, cet ADN est ensuite utilisé pour détecter la présence de à l'aide d'une procédure de la qPCR qui va cibler donc spécifiquement un fragment du gène LibL32 qui est uniquement présent dans les génomes de leptospira pathogène. Il est important de signaler que toutes nos analyses, donc tous les dépistages ont été effectués en double. Ainsi, tous les individus qui ont été identifiés comme positifs, tous les individus du moins sont identifiés comme positifs si au moins une des deux réactions donc, de qPCR affichait donc une fluorescence qui était au-dessus du seuil qui avait été fixé, le CT. Alors, pour ce qui est de l'identification des espèces du génotypage de leptospira même, il faut dire que l'ADN de ces individus positifs qui avaient été détectés, donc positifs à la qPCR, est ensuite utilisé pour l'identification des espèces et des génotypes de leptospira. Les espèces de leptospira ont été déterminées par PCR, qui va cibler donc une partie du gène 16S. Les produits donc amplifiés vont être ensuite envoyés pour un séquençage direct à l'île, et précisément à Genoscreen. Ensuite, les contigs vont être identifiés par Chromas Pro, donc la version 2.66. Et ensuite, les attributions d'espèces spécifiques ont été réalisées à l'aide, donc on va blaster ces nucléotides-là sur le site NCBI.
Alors, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons également fait une analyse de répétition en tandem à nombre variable, donc une VNTR. Et cette analyse a été effectuée par l'amplification de l'OSI VNTR 4, VNTR 7 et VNTR 10. Alors, les profils VNTR sont ensuite utilisés pour déduire les génotypes des lotus-lyres et les sérotypes, les sérovars qui sont bien sûr associés, conformément aux bases de données qui sont publiées. Et enfin, dans le cas, par exemple, du génotype de ictéro-hémorragier, une analyse donc MST a été réalisée afin d'identifier les différents sérotypes. Il faut dire que le génotype COET a été identifié par comparaison du profil VNTR avec l'ADN de la souche de référence. Alors, l'ADN a été fourni gracieusement par les collaborateurs de l'Institut Pasteur de Paris. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous sommes passés également par des analyses statistiques. Alors, il faut dire là que les études précédentes au cours de ma thèse ont montré que les distributions des espèces de petits mammifères au niveau du port n'étaient vraiment pas aléatoires ni dans l'espace ni dans le temps. Ce qui peut grandement contribuer à la distribution de leptospire. C'est pourquoi, afin de prendre en compte la nature donc, de nos variables, ainsi que les possibles interdépendances entre toutes ces variables-là, les facteurs qui expliquent par exemple la présence de leptospire dans les différentes espèces de petits mammifères, selon les sites, et à savoir les différents sites du port artisanal ou du port industriel, et les années de piégeage, donc de 2014 à 2020. Sylvestre, oui. Juste pour te dire, il te reste 4 minutes. D'accord. Alors donc, on dit qu'on a utilisé donc ces modèles généralisés avec le package. Et ensuite, on a pris en compte donc les espèces les plus abondantes, à savoir, on a également les espèces les plus abondantes, à savoir Rattus norvegicus, Rattus rattus et la souris. Et nous avons également étudié la structure génétique de Rattus norvegicus, qui est l'espèce qui a été trouvée plus abondante. En termes de résultats, il faut dire que pour les 970 petits mammifères qui ont été capturés, on a pu trouver donc 381 Rattus rattus, 268 Rattus norvegicus et 243 Mus musculus. Alors, il est important de dire ici que Rattus rattus et la Crocidie ont été trouvés uniquement ont été trouvés aussi bien dans le port industriel que dans le port artisanal. Et Mus musculus et Rattus norvegicus ont été trouvés exclusivement dans le port industriel. Alors, quand on prend donc en ce qui concerne les leptospires pathogènes, pour les 970 individus qui ont été dépistés, nous avons jusqu'à 130 individus positifs qui sont relevés positifs à leptospira pathogène. Alors, lorsqu'on va prendre donc tous les sites et les années de piégeage considérés ensemble, on peut voir que l'espèce, donc Rattus norvegicus, était l'espèce la plus fréquemment porteuse de leptospire, suivie de Rattus et de la souris, et ensuite de Rattus rattus et de la Crocidie. Lorsqu'on va considérer donc toutes les espèces qui sont regroupées ensemble, on peut voir que le port industriel se retrouve être le lieu où est la zone où nous avons plus d'individus porteurs de leptospire pathogène que le port artisanal. Lorsque nous comparons donc d'une année à une autre, donc les différentes années de piégeage, on va également constater qu'il y a de grandes différences entre les différentes années de piégeage. Même également lorsqu'on va considérer les espèces telles que Rattus rattus et Rattus norvegicus. Il est important de dire donc que... Alors, lorsqu'on se focalise sur les 130 individus positifs, on a pu constater que nous avons de nouvelles séquences d'ADN recombinant 16S qui ont permis d'obtenir donc 81 séquences qui ont conduit à l'identification de 67 Leptospira interrogens, 9 Leptospira borg-petesni et 5 Leptospira kirchneri. Alors, parmi les 67, nous avons 66 qui présentaient un CT qui était plus ou moins inférieur à 35. Et toutes ces espèces de Leptospira étaient que des Leptospira interrogens.
Donc, parmi eux, nous avons étudié donc l'approche de génotypage VMTR et couplé MST. Et parmi ceux-là, on a pu déduire 54 profils qui étaient complets et donc interprétables. Ils correspondaient donc au génotype hectero-améragie, où nous avons donc 2 qui provenaient de Ouida, 8 de Gambier et 6 du port de Cotonou. Alors ici, nous avons trouvé un résultat très intéressant. Donc le génotype Koweït, jusqu'à 38 individus qui provenaient uniquement que du port autonome de Cotonou. Et nous avons remarqué aussi que lorsque on prenait cela, ces 38 individus pouvaient s'étaler de 2014 à 2015, 2017, 2018 et jusqu'en 2018. Alors cela nous permet de dire qu'il y a probablement une mise en évidence de la circulation chez les rongeurs Rathius norvegicus au niveau du port de Cotonou, des souches pathogènes de leptospira qui n'ont été identifiées nulle part dans les villes du sud du Bénin. Alors, pour ce qui concerne donc nos GLM, on peut constater que les GLM étaient significatifs pour l'espèce, pour l'année et pour le type. Les espèces telles que Rathius norvegicus et Rathius rathius ont été trouvées. Il y avait des différences à observer au niveau de ces espèces-là. Alors, pour finir, je vais vous faire fi donc de toutes les mesures des estimateurs de diversité et de calcul. Mais on peut constater ici que lorsqu'on se focalise sur 3 populations au niveau du sud de Cotonou, donc en l'occurrence Agla et Ladji et le port autonome de Cotonou, lorsque nous avons fait les analyses de structure avec pour lesquelles les valeurs les plus grandes étaient de K égale à 2, on peut constater ici que nous avons 2 groupes génétiques où Agla et Ladji, donc de ces populations-là, qui formaient le même cluster génétique, et le port autonome de Cotonou qui formait un autre cluster génétique. Il est important de dire que les sites du port de Cotonou, même lorsqu'on les fait de façon indépendante, on obtient toujours les mêmes clusters génétiques. Nous avons donc fait également une analyse, donc une ACP, pour confirmer, ce qui nous a donné donc les résultats que nous avons ici. Sauf que nous avons un individu, donc l'APC3, qui a été capturé dans l'un des entrepôts, qui se retrouvait au niveau du groupe génétique, donc, qui se retrouvait assemblé avec les individus de Agla et Ladji. Heureusement que, je dirais, après les analyses, cette espèce-là était, du moins cet individu-là, était donc séro-négatif à la lepto. La question donc à se poser ici serait-il, est-ce que les Rathius norvegicus du port autonome du Cotonou seraient génétiquement différents de ceux de la ville environnante, d'une introduction par le biais des échanges maritimes? Désolé pour le temps, merci pour votre aimable attention.